Bonjour et bienvenue dans ce premier cours qui s'intitule Les rayonnements de l'univers et qui fait partie donc du thème Observer ondes et matières. Donc nous allons nous intéresser dans ce cours aux ondes et aux particules. Alors nous allons dans un premier temps définir ce qu'est un rayonnement. Un rayonnement, c'est un mode de transmission d'énergie par émission d'ondes ou de particules. Donc les ondes, ici nous allons parler d'ondes électromagnétiques, puisque ce sont les ondes qui viennent de l'univers. Or, les ondes mécaniques qui ont besoin d'un milieu matériel ne peuvent pas arriver jusqu'à nous. Et puis de particules, donc des particules que vous connaissez déjà et que nous verrons donc dans une deuxième partie. Alors, intéressons-nous dans un premier temps aux ondes électromagnétiques. Voici une photo du Soleil qui nous est relativement commune, qu'on a d'habitude de voir. Et voici trois autres photos qui le sont beaucoup moins. Alors, pourquoi ces différences? Tout simplement parce que ces photos n'ont pas été enregistrées dans le même domaine de longueur d'onde. La première photo que nous avons vue, celle du Soleil que l'on a l'habitude de voir, en fait, on a enregistré le rayonnement visible qui venait du Soleil. Donc je vous rappelle que le rayonnement visible est compris entre 400 et 800 nanomètres, et ça, vous devez le savoir par cœur. Les photos suivantes, celle-ci donc a été enregistrée dans le domaine de l'ultraviolet, la suivante dans les rayons X, et la dernière donc dans le domaine des ondes radio. Une petite précision sur les trois autres photos, celles qui ont été prises en UV, rayons X et ondes radio. Elles sont, les photos que l'on a là sont en fausse couleur, bien sûr. Alors ce qui est très intéressant, c'est que suivant la gamme de longueur d'onde suivant laquelle on observe le Soleil, on n'observe pas les mêmes choses. On voit que la structure du Soleil est différente, les émissions donc, de rayonnement sont différentes aussi. D'où l'intérêt, effectivement, d'observer le Soleil et donc d'autres astres, évidemment, sous toutes les gammes de longueur d'onde pour en apprendre davantage et comprendre comment fonctionne le Soleil notamment. On peut faire ces observations et ces analyses sur d'autres astres que le Soleil. Voici la constellation d'Orion, donc on peut reconnaître au centre la ceinture d'Orion et puis certaines étoiles comme Bételgeuse ou Rigel. Nous allons nous intéresser ici à la nébuleuse d'Orion qui est en bas donc de la constellation d'Orion, et on voit effectivement à gauche dans le visible et à droite dans l'infrarouge, on constate qu'on voit des choses qui sont différentes. On voit apparaître des nuages de gaz dans l'infrarouge que l'on ne pouvait pas voir donc dans le rayonnement visible. Ces nuages de gaz dont on vient de parler émettent effectivement un rayonnement infrarouge mais ne vont pas émettre dans le visible. Nous allons faire maintenant un zoom sur cette constellation d'Orion, sur une partie de cette constellation, et sur cette partie, c'est ce qu'on appelle donc la constellation à tête de cheval, une photo qui est relativement connue. On voit donc dans le visible, sur la partie de gauche, un nuage de gaz relativement sombre, qui apparemment n'émet rien, pas de rayonnement, en tous les cas pas de rayonnement dans le visible. En effet, ce nuage nous apparaît que grâce à la lumière qui vient de derrière. Si on regarde maintenant sur la photo de droite, cette photo a été prise en ondes millimétriques, c'est-à-dire entre les micro-ondes et les ondes radio. On va observer qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de ce nuage. Alors on peut imaginer qu'effectivement ce soit la naissance d'étoiles ou d'autres choses qui se passent. Pour poursuivre sur les ondes électromagnétiques, nous allons regarder une petite vidéo sur le rayonnement solaire. Le Soleil est un gigantesque réacteur thermonucléaire qui fonctionne à l'hydrogène. Une partie de l'énergie qu'il émet se propage dans l'espace sous forme de lumière visible bien sûr, mais également d'ondes radio, d'infrarouge, d'ultraviolet, de rayons X et même de rayons gamma lors d'éruptions solaires violentes. En fait, le Soleil émet des radiations dans toutes les longueurs d'onde du spectre électromagnétique,
radiation qui voyage à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km par seconde. Le Soleil n'est qu'une étoile parmi les 200 milliards que compte notre galaxie qui, toutes, émettent entre autres des rayonnements. Les clichés pris par les satellites nous montrent un ciel foisonnant de rayonnements électromagnétiques. Ils nous font même découvrir des sources extrêmement intenses de rayons X et de rayons gamma qui surviennent dans l'univers lors d'événements violents, comme par exemple les explosions de supernovas. C'est donc une pluie de rayonnements qui atteint la Terre. Atteint? Pas tout à fait, et heureusement, car une grande majorité des rayons est arrêtée, absorbée par les divers composants de l'atmosphère. Une partie des infrarouges par la vapeur d'eau, une partie des ultraviolets par la couche d'ozone, les rayons X et les rayons gamma par l'oxygène. Il a fallu attendre les années 1960 et le début de la conquête spatiale pour comprendre que l'atmosphère joue le rôle d'un écran efficace contre les rayons X et les rayons gamma. Un écran qui participe à notre radioprotection. Cette atmosphère que l'on voit sur cette animation, là, c'est-à-dire ces quelques kilomètres de gaz qui sont au-dessus de notre tête, est essentielle, on vient de le voir, pour filtrer les rayonnements qui viennent de l'univers. Donc les rayonnements les plus énergétiques n'arrivent pas à passer de l'atmosphère, ce qui est essentiel, bien sûr, au développement de la vie sur la Terre. Alors, pour finir cette partie sur les ondes électromagnétiques, vous avez sur ce document rassemblé les différentes gammes d'ondes électromagnétiques suivant leur longueur d'onde. Donc, vous voyez au centre tout ce qui est du domaine visible, et puis vous avez donc l'infrarouge, les micro-ondes et les ondes radio lorsqu'on va vers le domaine vers les ondes les moins énergétiques, et de l'autre côté, donc, l'ultraviolet, les rayons X et rayons gamma, vers les ondes les plus énergétiques. Vous voyez aussi sur le document quelques exemples de sources terrestres, et vous devez en connaître quelques-unes. Nous allons voir maintenant donc les sources célestes. Commençons par le Soleil qui émet donc des rayonnements qui se situent dans le visible, dans l'ultraviolet, l'infrarouge et notamment aussi dans les rayons X. Si on veut des rayonnements qui sont un peu plus énergétiques dans les rayons gamma ou rayons X, alors on va trouver des sources comme les trous noirs ou les supernovas, des supernovas qui sont donc la fin de vie d'une étoile. Donc ce sont des phénomènes qui sont très énergétiques et qui vont envoyer donc des rayonnements électromagnétiques correspondant aux rayons gamma ou aux rayons X. Et lorsqu'on regarde dans le domaine le moins énergétique, on va trouver donc des nuages de gaz qui vont émettre donc dans les micro-ondes et les infrarouges. Et si on continue encore dans le domaine des ondes radio, on va trouver ce qu'on appelle donc le fond cosmologique qui va émettre une lumière fossile, c'est-à-dire la lumière qui a été créée au moment du Big Bang. Cette lumière émise par le fond cosmologique est une lumière dont la longueur d'onde a augmenté au cours du temps, et la longueur d'onde actuelle donc, de cette lumière correspond aux ondes radio. Alors pour chaque type d'onde, on va avoir un détecteur particulier. Alors si on regarde pour ce qui est du visible, eh ben, le détecteur le plus simple, c'est évidemment notre œil. Pour ce qui est donc des ondes de l'infrarouge au micro-ondes, dans ces cas-là, on est obligé d'avoir un détecteur qui se situe en dehors de l'atmosphère, puisqu'on a vu tout à l'heure que l'atmosphère allait filtrer un certain nombre de rayonnements, et notamment les infrarouges. Donc on envoie des télescopes en dehors de l'atmosphère. Pour ce qui est des ondes radio, eh bien, on va utiliser des grosses antennes qui sont situées sur Terre. On n'a pas besoin d'aller en dehors de l'atmosphère. Et de même pour les rayons gamma. Alors on peut effectivement faire des observations en dehors de l'atmosphère, mais des antennes
situées sur Terre maintenant permettent de détecter ces rayons gamma. Nous allons parler maintenant des particules qui nous viennent de l'univers. Alors pour commencer, on va regarder une petite vidéo. Le Soleil n'émet pas que des rayonnements électromagnétiques, il perd aussi de sa matière. Cette image, prise par l'un des instruments de SOHO, montre les flots de particules éjectées de la couronne. C'est le vent solaire, qui souffle parfois en tempête lors des éruptions. Cette image, prise avec un autre instrument de SOHO, est intéressante car un cache artificiel masque le disque solaire trop éblouissant. On distingue ainsi plus nettement les immenses panaches qui vont se perdre dans l'espace sur des centaines de milliers de kilomètres. Lors des éruptions, des bouffées de particules viennent irradier la sonde spatiale. Elles laissent de longues traces sur les détecteurs de la caméra. Imaginez un homme présent dans la cabine. Il serait tué en quelques minutes. Le vent solaire n'est qu'une composante du flot de particules qui sillonne l'espace de notre galaxie dans toutes les directions et qu'on appelle le rayonnement cosmique. La Terre, comme les autres planètes, est exposée à ce rayonnement, mais elle dispose là aussi d'une parade. Elle agit en effet comme un gros aimant entouré d'un champ magnétique qu'on appelle la magnétosphère. Les lignes de force dévient les particules qui s'écoulent de part et d'autre. Néanmoins, le bouclier magnétique présente quelques fuites. D'abord au pôle, où les particules pénètrent par des sortes d'entonnoirs et frappent la haute atmosphère. Sous le bombardement, l'air raréfié s'illumine comme dans les tubes de néon, provoquant les aurores polaires, boréales au nord, australes au sud. C'est le phénomène de fluorescence qui donne ces couleurs si féeriques. De plus, tout autour du globe, le bouclier magnétique n'est pas étanche à 100%. Il laisse passer quelques particules. Lorsque l'une d'elles arrive à une trentaine de kilomètres au-dessus de nos têtes, il ne reste plus que la couche d'air comme dernier rempart. Une couche d'air équivalente à un mur d'eau de 10 mètres, tout de même. La particule percute les premiers atomes d'oxygène et d'azote. Les produits de la collision heurtent à leur tour d'autres atomes, engendrant par cascade une gerbe de particules secondaires dont certaines parviennent jusqu'au sol. Chaque seconde, il arrive en moyenne en France 240 particules par mètre carré. Cette exposition venant du rayonnement cosmique contribue pour 10% à l'exposition d'origine naturelle à laquelle nous sommes tous soumis. On imagine bien que la formidable protection dont nous fait bénéficier l'atmosphère diminue très rapidement dès que nous prenons de la hauteur. Ainsi, le randonneur reçoit une exposition due au rayonnement cosmique multipliée par 2 à 1500 mètres et par 4 à 3000 mètres. Le passager d'un avion de ligne croisant à 10 000 mètres reçoit une exposition multipliée par 100. Un pilote de ligne effectuant 700 heures de vol par an reçoit une exposition supérieure à la limite autorisée pour le public. Tous les personnels navigants bénéficient donc d'une surveillance de leur exposition. Alors que retenir de cette vidéo? Eh bien que la Terre est bombardée de particules, que ces particules proviennent essentiellement du Soleil, mais que la Terre a un bouclier protecteur créé par le champ magnétique terrestre. Alors un certain nombre de ces particules arrivent quand même jusque sur Terre, et ce qui serait bien, c'est de pouvoir les détecter. Alors il existe plusieurs appareils qui permettent la détection de ces particules. On va en voir un ici, qu'on appelle la chambre à brouillard. Alors cette chambre à brouillard, elle n'est pas très grande, hein. Elle est constituée essentiellement d'une capsule au-dessus. Dans cette capsule, on a emprisonné des vapeurs d'éthanol qui sont très fortement refroidies. Ce qui fait que la moindre perturbation va condenser l'éthanol et on va avoir des traces, hein. Alors voici une petite vidéo sur laquelle on peut voir une chambre à brouillard en fonctionnement. Alors donc sur cette chambre à brouillard, on a placé un élément radioactif. Cet élément radioactif va émettre donc des particules avec une certaine énergie et on va voir effectivement donc les différentes traces laissées par ces particules. Alors ce qui peut être intéressant de voir, c'est qu'il y a d'autres traces qui ne sont pas dues à l'élément radioactif,
Donc ce sont des particules qui vont provenir effectivement de l'univers. Donc voilà, on voit ici avec un autre élément radioactif, et on constate exactement la même chose. On voit effectivement ces traces qui viennent aussi de l'univers. Donc je vous laisse avec cette petite vidéo, et puis voilà, à bientôt.